France Maghreb 2. Malheureusement, il n'y a pas de traitement qui est bien codifié. Ça veut dire que on sait par exemple, je sais pas, dans une infection pulmonaire, on va dire bah tiens, il faut absolument des antibiotiques. Là, pour la poussée dentaire, c'est un peu des remèdes de grand-mère. C'est certains enfants vont répondre par exemple au Doliprane, c'est le premier des traitements. Si votre enfant a mal, eh ben, on peut essayer le Doliprane. Après le reste, c'est un peu de la cuisine. Il y a le froid, c'est ça? Oui, le froid, exactement. Le fait de leur mettre un petit objet qui peuvent mordiller au frigo, pas au congélateur parce qu'il y a un risque de brûlure. Ça, c'est important de le dire. Il faut pas mettre l'objet au congélateur parce que s'il le met, ça risque de s'accrocher sur ses gencives et là d'être encore plus douloureux. Donc au frais, oui. Après, il y a d'autres petits remèdes comme les petites dosettes d'homéopathie. Clou de girofle, quand ça c'est pour les effectivement. Ça c'est très grand-mère, mais c'est. Mais après, c'est tout ce qui est homéopathie. Là, je vous conseille de vous rapprocher auprès de votre médecin traitant ou le pédiatre qui peut vous proposer des petites recettes. Malheureusement, il n'y a rien de, on va dire, de miraculeux. D'accord, ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Nassira, de nous avoir rappelé. Nassira, vous êtes adorable. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez faire comme Nassira de Metz, évidemment, vous êtes les bienvenus pour parler au docteur Mohamed, urgentiste, et aussi pour nous parler de la bronchiolite. Vous avez des enfants, vous avez des bébés, vous avez envie de parler de la bronchiolite, vous voulez bien entendu poser des questions, ou alors des questions sur les urgences, des questions de manière générale. Eh bien, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous êtes prioritaire. 0892 23 99 50 ou sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat, vous rentrez dans la story comme on dit et là vous posez votre question et le monsieur Malek scrutera les messages et les dira en direct à l'antenne. Évidemment, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Alors nous étions en train de parler de la transmission de la bronchiolite. Donc on parlait justement des zones où il y a beaucoup d'enfants. Ah, ça sonne encore, mais on continue. J'allais vous poser la question. Effectivement, il faut rappeler donc aux gens de bien se laver les mains parce que c'est souvent ça. On critique souvent les pays asiatiques, mais ils ont des techniques très 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 bonnes pour éviter la transmission de virus et de bactéries. C'est déjà d'éternuer dans leurs manches et non pas dans leurs mains ou dans un mouchoir. Exactement. C'est aussi de mettre des masques. Oui, c'est exactement. C'est plus la population asiatique qui fait ça, ce qui peut parfois nous sembler un peu étrange. Alors le seul bémol que je mets à cette remarque, c'est souvent on voit dans le métro, ça nous est arrivé de voir des personnes d'origine asiatique avec des masques. Mais ces masques-là, en fait, protègent pour éviter. Enfin, alors, ce qui est bien, c'est que ça évite nous de tomber malades, mais eux, ça ne les protège pas malheureusement, parce que c'est les masques chirurgicaux. Donc au moins, c'est que c'est probablement des gens malades et ils évitent et ils font attention. Donc ils ont effectivement une éducation un peu plus poussée à ce niveau-là et c'est tout à leur honneur. Très bien, Medjed. Eh bien, on continue avec d'autres appels. Cette fois-ci, nous voyageons à travers la France au 0892 23 99 50. Et docteur Mohamed, il y a plein d'auditeurs qui veulent vous parler. On a Karim qui vient du Havre qui est avec nous. Bonsoir Bonsoir. Bonsoir Karim. Toute l'équipe. Bonsoir docteur Mohamed. Bonsoir. J'aurais une petite question, enfin deux petites questions concernant quelques symptômes. Après, ça me concerne. Au niveau de ma respiration, il m'arrive de certains temps, parce que après je sais pas si c'est au niveau des adultes et au niveau de l'enfant, c'est pareil. Il m'arrive à certains moments au niveau de ma respiration d'avoir des sifflements. Est-ce que ça peut être dû à une bronchiolite ou pas? C'est un des symptômes de l'asthme, n'est-ce pas, docteur Mohamed? En quelque sorte, la bronchiolite, c'est on va dire une gêne respiratoire sifflante qui touche les enfants. On dit que après 3 épisodes, comme on l'a dit, c'est l'asthme, et après à l'âge adulte, donc il y a plus de bronchiolite, il y a des bronchites, et par contre le fait de siffler à certains moments, ça peut être révélateur d'un terrain asthmatique. Donc les deux peuvent être un peu liés, mais vous n'avez pas de bronchiolite, vous avez peut-être un petit terrain asthmatique sous-jacent qui vous fait que vous sifflez plus que les autres. Ça dure depuis longtemps? Excusez-moi, ça m'arrive des fois quand je dors d'avoir ce sifflement, ou à certains moments, après un effort ou quoi, d'avoir un sifflement au niveau de ma respiration. Ça c'est pas possible de le contrôler du tout. Alors ça c'est classiquement ce qu'on appelle, alors après il faudrait faire d'autres examens pour vérifier, mais ça ressemble à de l'asthme d'effort. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effort peut être un facteur déclenchant de l'asthme. On fait pas de l'asthme tout le temps, il y a des facteurs déclenchants. Il y a certaines personnes, ça va être un asthme allergique à, par exemple, aux poussières, à un chat, au pollen. Et puis vous, ça semble être lié peut-être à l'effort. Donc je vous incite peut-être à consulter dans un premier temps votre médecin traitant, qui pourra à mon avis peut-être vous rediriger vers un pneumologue et puis vous donner un traitement
pour justement éviter de siffler. Souvent, on peut prendre. J'ai pris un rendez-vous chez un pneumologue pour le mois prochain, donc. Alors c'est très bien parce que moi je vais me permettre de faire une communication sur ça. Avant de prendre un traitement dans l'asthme, il y a un seul et unique examen qui permet de dire si vous êtes asthmatique ou non. Ça s'appelle l'EFR, donc c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc c'est le pneumologue qui l'a fait. Donc vous avez eu le bon réflexe. Après ce test que vous ferez en cabine, le pneumologue vous dira si oui ou non vous êtes asthmatique. Bon, après on rentrera pas dans les détails des tests de réversibilité, mais c'est en tout cas c'est la bonne chose à faire pour tous les gens qui ont cette question-là. Allez voir un pneumologue parce que ça reste l'examen le plus important pour se dire est-ce qu'on est asthmatique ou non. C'est l'EFR et donc c'est chez un pneumologue, non pas chez un médecin généraliste. D'accord. Est-ce que c'est un facteur d'avoir ce type de symptômes, d'être pris d'une laryngite? C'est ce qui m'est arrivé il y a 15 jours subitement. Oui, il y a un terrain qui est un peu lié. Il y a globalement, on a plusieurs maladies qui peuvent être associées. Maladies, enfin, en tout cas, pathologie, comorbidité. La laryngite, c'est une partie des voies respiratoires. Donc, on respire par la bouche, et puis ensuite, on a le larynx, et puis ensuite, on a les bronches. Donc, tout ça, c'est le même arbre, en quelque sorte. Donc, quand on a une petite bronchiolite ou de l'asthme ou des bronchites asthmatiformes ou des laryngites, c'est à peu près la même famille. Donc, il y a souvent des terrains prédisposants. Donc, la laryngite peut coller avec votre terrain un peu asthmatique. Oui. Mais ce que me disait l'ORL, enfin le spécialiste, c'est que ce type de laryngite-là est plus fréquent chez les enfants et non chez l'adulte. Oui, la laryngite, c'est une pathologie de l'enfant essentiellement. C'est quelque chose qui est bien connu, qui survient surtout la nuit, à 3, 4, 5 heures du matin. Mais globalement, il y a aussi des laryngites chez l'adulte, parce qu'on peut avoir attrapé un virus, tout simplement. La laryngite, à la base, c'est viral. Mais aussi parce que vous avez peut-être une petite sensibilité par rapport aux autres, de développer une laryngite. Donc, moi, je pense que c'est lié à votre terrain peut-être un petit peu asthmatique et que tout est un peu lié. Mais c'est en aucun cas dû à une opération des amygdales, d'avoir pu... Non, aucun lien. Il n'y a aucun lien avec ça du tout. D'accord. Non. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, docteur Mohamed. Avec plaisir. Merci de nous avoir rappelé en tout cas. Et à très bientôt. Continuez, c'est une très bonne émission, puis très bonne soirée. Merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bah voilà, beaucoup de questions pour le docteur Mohamed qui fait un carton plein avec Monsieur Malek pour l'émission Parler Santé. Évidemment, on va prendre d'autres questions. Je vous rappelle que Monsieur Mohamed, docteur Mohamed, et donc parle aujourd'hui de la bronchiolite. Et puis, vous pouvez bien sûr toutes les questions sur la bronchiolite au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Il est aussi médecin généraliste et médecin urgentiste également. Donc là aussi des questions dans ce sens. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices. 0892 23 99 50 et sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat. Vous rentrez dans la story et bien entendu vous posez toutes vos questions sur Snapchat. J'entends déjà des auditrices qui veulent des photos du docteur Mohamed. Non, pas encore, je crois pas. J'ai pas regardé. Je plaisante. Non, mais par contre, nous avons déjà une des questions ou deux. Ben, on va passer la pub, comme ça on sera tranquille. Et puis bien sûr, toutes les questions en direct évidemment, tous les auditeurs peuvent intervenir à tout moment. Je rappelle donc le numéro de téléphone 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et de retour pour l'émission Parler Santé, les amis. Et ça fait vraiment plaisir d'accueillir Monsieur Malek, évidemment, comme tous les dimanches. Et aujourd'hui, on accueille aussi le docteur Mohamed, qui est avec nous, urgentiste, et on parle de la bronchiolite. Alors, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, vous nous appelez, et vous serez prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50 0892 23 99 50 et on peut se permettre aussi, si vous avez des questions, puisqu'il est aussi généraliste, médecin généraliste, vous avez des questions dans tous les domaines, n'hésitez pas. Et aujourd'hui on parlerait réellement de la bronchiolite et on vous accordera aussi d'autres questions, donc n'hésitez pas encore une fois. 0892 23 99 50. On est parti au Havre, on est parti à Metz et on est de retour pour l'émission Parler Santé. Je vous rappelle également Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, vous nous rentrez dans la story, vous nous demandez et nous on vous accepte évidemment, et ensuite vous pouvez poser votre question. Monsieur Malek, est-ce qu'on a des questions sur Snapchat? Oui, on va commencer par la question de Wafa, donc qu'on salue puisqu'elle est toujours
toujours à l'écoute tous les dimanches et nous remercie pour la qualité de nos émissions et de nos intervenants et des thèmes qu'on choisit. Donc merci à vous, Wafa. Alors sa question est simple, quelles sont les huiles essentielles à diffuser qui améliorent l'appareil respiratoire pour les enfants et les adultes? Alors si on veut être assez terre à terre, je dirais aucune. Pour être assez simple, tout ce qu'on peut proposer, c'est des mesures qui peuvent un petit peu aider. La première des choses, avant de parler d'huile qu'on va mettre, c'est d'humidifier la pièce. Comment humidifier la pièce? Déjà, ça sert à rien d'acheter les humidificateurs qui finalement ne changent pas l'humidité de la pièce. C'est commercial. Par contre, ce qui peut aider un enfant à un peu plus respirer, c'est d'étendre le linge dans la chambre. Donc, faire sécher le linge dans la chambre de l'enfant lui permet d'un peu mieux respirer. Si on parle après d'huile en tant que telle, on peut essayer les huiles d'eucalyptus, donc on met une petite huile, une petite ampoule dans une petite casserole, loin de l'enfant pour pas qu'il se brûle, et puis on la laisse diffuser, ça peut aider. Après il y a d'autres huiles qu'on utilise parfois à l'âge adulte, les huiles de goménolé qui peuvent traiter surtout les sinusites, mais bon, on va dire que c'est un peu un traitement, on va dire de seconde main, voire troisième main, faut pas trop faire une fixation dessus. Surtout sur des grosses pathologies respiratoires. Exactement, il y a à mon avis plein d'autres traitements et surtout d'autres moyens de prévention qu'on a évoqués un petit peu auparavant pour améliorer les choses. Très bien, alors nous continuons notre cours entre guillemets sur la bronchiolite. Alors existe-t-il des facteurs qui favorisent l'infection? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la primo-infection, donc la première infection au virus, elle est quasiment obligatoire avant 2 ans. À cet âge-là, si on fait des prises de sang à tous les enfants, on se rend compte que 95% des enfants ont eu le virus responsable de la bronchiolite. Alors là, tout de suite, on va me dire, mon enfant n'a jamais fait de bronchiolite. Et voilà, c'est que ces enfants qui vont être exposés au virus ne vont pas forcément faire de bronchiolite. Dans 70 à 80% des cas, ils vont juste avoir une banale rhinopharyngite ou une toute petite bronchite qui entraînera pas grand-chose de plus. Par contre, il y a certains facteurs prédisposant à la bronchiolite. Celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est le tabagisme passif. Donc ça, c'est un moyen de prévention, j'insiste, mais qui est vital et je pense très important de diffuser. Il y a des facteurs immunologiques un peu plus rares et l'autre facteur sur lequel nous on peut agir, c'est les facteurs environnementaux. On en a parlé tout à l'heure du mode de garde en collectivité, le fait d'être dans des zones très fortement peuplées, les zones urbaines, la fratrie et puis tout ce qui va concerner la collectivité avec les centres commerciaux, les zones où il y a beaucoup de monde à éviter en période d'épidémie. Très bien. Et comment alors se manifeste cette maladie? Alors, il y a plusieurs phases dans la bronchiolite. La première phase, elle est, on dit ORL. Au début, on a une petite rhinite. Rhinite, c'est le nez qui coule. C'est quelque chose qui est bien connu des parents. Donc, le nez coule, puis se suit une petite toux qui est plutôt sèche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant peut avoir un petit peu de fièvre ou pas du tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de fièvre dans la bronchiolite. Et que finalement, cette rhinopharyngite précède la bronchiolite durant 24-72 heures. C'est-à-dire qu'en période d'épidémie, un enfant qui a le nez qui coule et qui commence à tousser doit nous faire dire attention, il faut surveiller. C'est cette première phase. La deuxième phase, c'est une phase de gêne respiratoire. On a l'impression que l'enfant est encombré et a du mal à respirer, surtout à l'expiration. Cette détresse respiratoire peut aussi avoir un impact sur l'alimentation qu'il faudra surveiller. Et sinon, alors comment on confirme que c'est bien cette maladie-là? Est-ce qu'il y a des examens? Est-ce qu'il y a un médecin spécialisé? C'est vrai que souvent on appelle, soit on se retrouve aux urgences, ou on appelle le SOS médecin ou les pompiers, si vraiment c'est dans des cas compliqués. Exactement. Alors, dans la forme classique, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. Souvent, on me dit, est-ce qu'il y a besoin de faire une radio? Non, il n'y a pas besoin de faire de radio. On peut faire une radio quand on a l'impression que il y a autre chose que la bronchiolite, une infection pulmonaire ou une surinfection. Même chose pour la prise de sang, il n'y a pas de tests en ville qui permettent d'affirmer la bronchiolite, c'est des critères cliniques et puis en fonction de l'examen. Ces examens sont faits souvent à l'hôpital pour les enfants hospitalisés qui sont un peu plus graves, pour lequel on peut avoir des doutes sur le diagnostic en disant tiens, est-ce que vraiment c'est une bronchiolite ou est-ce que c'est pas autre chose? Et puis dans un but, on va dire épidémiologique, donc statistique, pour savoir combien il y a de bronchiolite. Donc classiquement, il n'y a rien besoin à faire comme examen complémentaire. Et combien de temps elle dure alors? Alors, il y a le pic de la maladie qui est atteint en 2-4 jours. Donc finalement, ça dure pas très très longtemps. L'évolution est assez favorable en règle générale. Par contre, les signes d'obstruction, donc l'encombrement, lui peut persister pendant 8 à 10 jours. Au décours de ça, on peut avoir une petite toux résiduelle qui dure facilement 15 jours, donc c'est peut être beaucoup plus long que ce qu'on pense, et c'est pas pour autant que c'est grave, et c'est pas pour autant que l'enfant a besoin d'antibiotiques ou d'aller à l'hôpital ou d'être de nouveau reconsulté, tant que, on va dire, il mange bien, qu'il n'a pas de fièvre et qu'il est en bon état général. Et est-ce qu'il y a des risques de gravité ensuite s'il y a des complications? Alors sur le long terme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a
20% des enfants qui vont continuer de tousser encore un peu pendant 2-3 semaines. Mais c'est tout en fait. Souvent les parents disent mon enfant continue de tousser, il tousse, il est encombré, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est des enfants qui sont globalement en bon état général. Ils ont un bon appétit, comme je vous ai dit, ils sont pas fébriles, ils vont bien. Donc c'est tout de 2-3 semaines est normal. Par contre, chez d'autres enfants, il peut y avoir des rechutes. Alors les chiffres sont pas très clairs, mais on estime entre 20 et 60% des enfants qui vont faire des rechutes après une première bronchiolite. Tout à l'heure, on a entendu notre auditeur du Havre qui posait la question de l'asthme. Est-ce qu'il y a un lien entre la bronchiolite et l'asthme? Vous avez déjà commencé un peu à en parler. Ouais, on a parlé tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, parce que souvent on prescrit aussi de la ventoline et on se dit ventoline égale asthme. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 3e épisode de bronchiolite, ça s'appelle... Salutalement, d'ailleurs. c'est une blague des médecins. Oui, donc, ouais. On va éviter des problèmes. Oui, voilà. À partir du 3e épisode de bronchiolite, on parle de crise d'asthme et plus de bronchiolite. Et dans ces cas-là, on emploie le terme générique d'asthme du nourrisson. Ce terme peut faire un peu peur, parce que tout de suite on se dit asthme, mon enfant est malade et il va avoir toute sa vie de la ventoline, des masques, des choses graves. Et pourtant, c'est seulement 20 à 25% de ces enfants-là qui vont ensuite développer un asthme. Il y a certains facteurs qui permettent de prédire justement si un enfant va faire de l'asthme. Ça va être des enfants qui vont avoir des frères asthmatiques, un père ou une mère asthmatique, un terrain allergique assez important et des enfants qui font aussi beaucoup d'eczéma. On sait qu'il y a un lien, on appelle ça l'atopie, assez fort entre allergie, eczéma et asthme. 90% des patients ont, surtout chez les enfants, même 95 selon les études, en tout cas on dit qu'entre 90-95% des enfants qui ont un asthme ont aussi une allergie. Donc, je rappelle évidemment qu'à tous les auditeurs, si vous souhaitez poser des questions sur la bronchiolite au docteur Mohamed et à monsieur Malek, évidemment, le numéro de téléphone que je vous donne, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Quelle que soit votre question, évidemment, on vous accueille ici sur l'antenne sur la bronchiolite. Et puis, comme docteur Mohamed est aussi urgentiste et généraliste, toutes les autres questions sont les bienvenues aussi. Donc, pendant cette petite demi-heure qui nous reste ensemble, n'hésitez pas en tout cas, vous serez prioritaire, chers auditeurs. Je rappelle le numéro 0892 23 99 50. Une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une maladie qui est grave ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pathologie qui est bénigne, donc elle n'est pas méchante à première vue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 20% des nourrissons qui passeront par les urgences, et dans 2 tiers des cas, c'est les parents qui amènent directement les enfants. Donc la plupart du temps, le médecin ne les envoie pas aux urgences. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le recours aux urgences doit rester une décision médicale. On évite d'aller tout de suite aux urgences, sauf en cas bien sûr d'extrême gravité, mais on n'encombre pas les urgences. Pour la bronchiolite, il est préférable de consulter auparavant. On retient que seulement 1% des enfants seront hospitalisés, donc ça veut dire que 99% resteront à la maison. Et ces rares cas d'hospitalisation, ça touche essentiellement des bébés, on va dire, un peu plus fragiles. Donc des bébés qui vont être nés prématurés, qui vont avoir des problèmes cardiaques sous-jacents ou pulmonaires, ou des tout petits bébés de moins d'1 mois. On se dit que là, il y a des risques de faire des bronchiolites un peu plus sévères. Alors maintenant on va parler un petit peu de traitement. Alors comment on fait pour traiter cette infection, donc qui est virale, exactement, non bactérienne, donc on le rappelle. Exactement, donc c'est important. Pas d'antibiotiques. Après première vie, exactement, pas d'antibiotiques, et le traitement on dit qu'il est symptomatique. Ce mot est assez fort et important, ça veut dire qu'on accompagne l'enfant dans la guérison. On va essayer de passer le cap et de faire que tout se passe plus ou moins bien. Il n'y a pas de traitement comme mettre un plâtre quand on a un bras cassé, opérer quand on a une appendicite, c'est un traitement symptomatique. Le premier des traitements, c'est de laver le nez. C'est ce qu'on appelle la désobstruction, la DRP nasale. Il faut laver le nez au sérum physiologique, car le bébé respire par le nez, donc s'il est encombré, il faut lui laver le nez. Il faut pas avoir peur de ce geste, et il faut apprendre à le faire, il faut apprendre à le pratiquer. Il y a plein de façons de le faire, on me dit souvent je ne sais pas le faire. Je pense qu'en 2016, on a la chance d'avoir plein de possibilités de se former. Mettre comment laver le nez d'un bébé sur YouTube donne déjà des vidéos où les gens montrent très facilement et on peut reproduire, parce que c'est le traitement initial, c'est vraiment laver le nez. Il y a d'autres choses à faire, d'autres mesures. Ce qui concerne l'alimentation, l'enfant qui a une bronchiolite mange moins bien. On s'en rend compte parce que il se concentre sur la respiration. Il est encombré, il a du mal à respirer. Donc l'alimentation doit aussi être prise en compte.
on doit se dire que l'enfant va prendre un petit peu moins que d'habitude, mais on va essayer de lui proposer plus souvent. Donc fractionner l'alimentation. Concrètement, ça veut dire quoi? Un bébé qui va prendre un biberon de 210 ml toutes les 4 heures, eh ben, au lieu de lui donner 210 ml, on va lui donner 150, mais toutes les 3 heures. Et finalement, il va avoir sa ration sur la journée. Donc le volet alimentation est assez important. Autre chose qu'on peut faire, c'est un moyen pareil on va dire d'accompagner, c'est comment coucher l'enfant. L'idéal, c'est de le coucher, on dit en proclive, à 30 degrés, donc un petit peu incliné. Et ce qui est important, c'est de mettre un oreiller, ça c'est très important, sous le matelas et pas sous la tête du bébé, parce que si on met un oreiller sous la tête du bébé, il peut se retourner et s'enfoncer la tête dedans. Donc on met bien un oreiller sous le matelas pour qu'il soit un petit peu surélevé et que les sécrétions coulent plutôt devant qu'en arrière dans la gorge. L'autre volet, on en a déjà parlé effectivement, c'est l'environnement. Le tabac, encore une fois j'insiste, vraiment pas de tabagisme passif dans la pièce, et on surchauffe pas les températures des chambres. J'ai l'occasion moi d'aller chez les gens, de me rendre compte que toutes les pièces sont surchauffées, et donc on dépasse pas 19 degrés pour une chambre d'enfant, c'est la température idéale. 19, et effectivement c'est compliqué, c'est dur, il fait froid. Je pense que là vous allez choquer beaucoup de gens, notamment, d'ailleurs vous m'avez choqué parce que 19 degrés, je pensais que c'était plutôt 20, 21. Alors la fourchette entre 19, 20, 21, on va dire elle est acceptable, mais moi je rentre souvent dans des chambres d'enfants où il fait 25, il doit faire franchement au moins 25, donc 19 c'est peut-être un petit peu limite, mais voilà, entre 19, 20, 21, pas la peine d'avoir un thermostat à la maison en se disant oh là là, il a 19,5. Là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vite appelons les pompiers. Non, ouais. Mais entre 19 et 21, c'est une température complètement acceptable. Bon, en tout cas, je pense que ça peut être très utile aux parents. On va rentrer dans les traitements médicamenteux. Est-ce que, mis à part ce que vous nous avez dit, donc c'est vrai que le sérum Phi, si on reprend un petit peu ce que vous avez dit, ça reste la priorité. C'est ce qu'il faut utiliser, c'est ce qui est efficace. Et donc, dans le cas où il y a des complications, ou alors est-ce qu'il y a des traitements éventuellement qu'on peut mettre en place, qui sont mis en place, notamment aux urgences ou par les médecins généralistes? Alors classiquement, ou par vous d'ailleurs quand vous vous déplacez. Classiquement, normalement dans la bronchiolite en tant que telle, on ne met aucun autre traitement que laver le nez et attendre que ça passe. C'est un peu provoquant de dire ça, mais normalement c'est le traitement. Il n'y a pas lieu d'utiliser des bronchodilatateurs, donc des petites bouffées de salbutamol, de terbutaline et autres. Normalement, en première attention, il n'y a pas lieu. Parfois, on peut en proposer en fonction du terrain de l'enfant, en fonction du nombre de bronchiolites qu'il a fait, en se disant peut-être que ça peut l'aider. Donc, ce genre de traitement avec la petite chambre d'inhalation, normalement, ça passe. Comme ce dont a parlé notre auditrice tout à l'heure. Normalement, ça n'a pas trop sa place, mais sous réserve. Donc ça, c'est à voir au cas par cas. Souvent, on parle aussi de corticoïdes. Normalement, les corticoïdes n'ont pas leur place dans la bronchiolite. Oui. On va éviter de donner des corticoïdes aux enfants. Voilà, mais c'est souvent prescrit parce que finalement on se dit que ça siffle, et si ça siffle, c'est peut-être de l'asthme, et dans l'asthme, terrain inflammatoire, et exactement. Donc on pense. Alors que les études montrent que les corticoïdes ne servent à rien du tout. Parfois, c'est prescrit pendant 1 ou 2 jours à petite dose, parce que c'est vrai qu'on a une culture en France de prescrire des médicaments, et les gens ont l'impression que la consultation est réussie quand ils ont une ordonnance de médicaments long comme le bras, avec tout ce qu'il faut, alors qu'on pourrait dire, écoutez, votre enfant va bien, lavez-lui le nez, s'il y a un problème, vous me rappelez. Donc globalement, on donne pas grand-chose. Autre chose hyper importante, souvent on parle des sirops. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la toux? Alors c'est très important, pas de sirop contre la toux. C'est criminel de donner un sirop contre la toux à un enfant de moins de 2 ans qui tousse, parce que dans la bronchiolite, il est encombré, l'enfant doit tousser, c'est un mécanisme de défense, il va mobiliser les sécrétions. Donc il faut respecter la toux, même si c'est un peu un crève-cœur de voir son petit tousser et d'être encombré. Malgré tout, c'est bénéfique, il faut pas l'empêcher, et on ne prend jamais de sirop pour la toux à la pharmacie, ça ne sert à rien. Ah bah ouais, ça on savait pas trop, hein. Ah ben oui, c'est génial. On en apprend, on n'est pas là que pour demander aux gens de prendre des médicaments, au contraire. Quand il faut les prendre bien. Eh ben écoutez, dans un instant on va revenir, on va marquer la dernière pause évidemment, et je rappelle à tous nos auditeurs évidemment que vous pouvez nous appeler au standard si vous souhaitez poser des questions au docteur Mohamed. On parle de la bronchiolite. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Et je vous rappelle également que si vous avez d'autres questions dans le domaine des urgences, puisqu'il est urgentiste, médecin généraliste également, eh bien vous pouvez aussi nous appeler. N'hésitez pas, on parle de la bronchiolite. Vous aussi, vous avez des enfants, vous voulez nous en parler, vous voulez témoigner également.
Peut-être certains sont très timides, disent j'ose pas, mais vous pouvez nous appeler de toute la France entière. On vous attend avec le plus grand plaisir pour toutes vos questions. Profitez-en, notre médecin généraliste est là, Dr Mohamed, il est urgentiste et on parle de la bronchiolite, je le rappelle, 0892 23 99 50, le temps de marquer la dernière pause et d'accueillir les derniers appels en direct à la radio, 0892 23 99 50. Et puis je rappelle aussi Snapchat, France Maghreb 2, tout attaché. Vous rentrez dans la story, vous nous posez vos questions, et puis on y répond. Monsieur Malek va regarder tout ça pendant la pause. Et évidemment, on rappelle aussi 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb. Et dernière partie de l'émission Parler Santé avec vous, évidemment, chers auditeurs. Si vous avez des questions au docteur Mohamed, on parle de la bronchiolite, on parle aussi de tout ce qui est urgence. C'est un médecin généraliste, donc toutes les questions sont les bienvenues. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Si vous avez des questions, faites vite les amis, car il nous reste très très peu de temps avec le docteur Mohamed et monsieur Malek pour la suite de l'émission Parler Santé. 0892 23 99 50. Allez, nous sommes de retour, monsieur Malek, pour cette dernière partie de l'émission Parler Santé. J'en profite pour saluer mon ami Pierre Mohamed, lui aussi, un Mohamed, qui voudrait une photo dédicacée du docteur Mohamed. Ah, je m'en occupe, mais il écoute surtout parce que exactement. Il a un fils en bas âge, effectivement, et donc la bronchiolite l'intéresse. Donc oui. Bonjour à la famille et merci de nous écouter. D'ailleurs, vous pouvez aussi demander des photos sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story évidemment et vous pouvez bien sûr interpeller vos questions sur Snapchat aussi pour les plus timides. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui aimeraient poser des questions. Osez maintenant 0892 23 99 50. Je répète 0892 23 99 50. Donc on parlait des traitements. Donc vous nous disiez que finalement il n'y avait pas trop de traitements à part cas exceptionnels. Donc les antibiotiques. Eh ben, non seulement c'est pas automatique, comme tout le monde le dit, mais c'est pas du tout systématique. Ce qu'il faut savoir, donc comme on a dit, c'est que c'est une infection virale qui ne nécessite pas d'antibiotiques. Et c'est pas parce que l'enfant tousse qu'on a besoin de lui mettre des antibiotiques. Il y a des critères assez simples pour lesquels le médecin peut être amené à prescrire des antibiotiques. C'est parfois, et ce qui est le plus fréquent, c'est l'otite qui se surinfecte, parce que l'enfant a le nez qui coule, et on sait que les enfants qui ont le nez qui coule et qui ont le nez pris peuvent faire des otites. Donc ça, c'est un des premiers critères. Ensuite, quand la fièvre persiste, on se dit que dans la bronchiolite, si une fièvre persiste et qu'il y a un peu de surinfection. Donc, le médecin peut être amené à en prescrire. Et puis, il y a d'autres, on va dire, d'autres cas, notamment les enfants qui sont très fragiles, qui ont des problèmes cardiaques ou pulmonaires sous-jacents, pour lesquels on aura des traitements antibiotiques un peu plus, on va dire, systématiques ou un peu plus préventifs. Enfin, c'est en cas de surinfection pulmonaire, mais dans ces cas-là, on se cède surtout de la radio de thorax. Donc globalement, on retient pas d'antibiotiques dans la bronchiolite, ça ne sert à rien du tout. Alors comment surveiller son enfant et quels sont les signes qui doivent inquiéter les parents? Alors la première des choses qui est assez simple à mettre en œuvre, c'est de savoir dans quel cadre on est. Est-ce que l'enfant a un terrain à risque? Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que mon bébé peut faire une bronchiolite un peu sévère? La bronchiolite sévère, comme on en a parlé, c'est des petits bébés, des bébés de moins de 1 mois. Donc si le bébé de moins de 1 mois commence à avoir le nez qui coule, à être encombré, on doit se dire tiens, il faut que je consulte, il faut que je surveille. L'autre chose, c'est un enfant qui est prématuré. On dit avant 34 semaines, donc à peu près 7 mois. Pareil, l'enfant peut faire des bronchiolites un peu plus sévères. Même chose pour les pathologies pulmonaires ou cardiaques sous-jacentes. Enfin, dans les conditions, on va dire, socio-économiques un peu précaires et dans les situations un peu défavorisées, on sait que les bronchiolites peuvent être un peu plus sévères. Donc ça, c'est le terrain. Ça nous dit, on doit surveiller plus l'enfant que les autres. À la maison, ensuite, il y a des critères simples de surveillance. La première des choses, c'est de voir comment l'enfant respire. Donc si on a l'impression que l'enfant respire très mal, parce qu'ils vont tous être un peu encombrés, mais si on a l'impression qu'il est au bord de l'épuisement respiratoire, qu'il est en train de lutter, qu'il n'arrive pas à respirer, le réflexe, c'est pas d'emmener son enfant à l'hôpital, c'est d'appeler le 15, d'appeler le SAMU. Car là, vous aurez un médecin régulateur au téléphone qui vous dira quoi faire. Est-ce que on envoie un médecin à la maison, comme SOS médecin, ou est-ce que vous allez aux urgences, ou peut-être vous donner un simple conseil qui permettra d'éviter d'attendre 3-4 heures aux urgences pour pas grand-chose. Donc le volet respiratoire est très important. L'autre volet, c'est l'alimentation. Un enfant qui ne mange pas, c'est un enfant qui ne va pas bien. Normalement, l'enfant doit bien prendre ses biberons, mais il doit en prendre un peu moins. Si on doit retenir un chiffre, on retient que un enfant qui prend moins de la moitié de son biberon,
Donc, s'il doit prendre 100 millilitres, s'il prend que 50, s'il en prend moins de 50%, 3 fois de suite, c'est un signe de gravité. Ça veut dire que l'enfant respire mal. Donc, le trouble de l'alimentation doit faire consulter. L'autre signe, c'est les signes digestifs. Un enfant qui fait que vomir, qui n'arrive à rien garder, doit aussi inquiéter les parents. Souvent, les enfants peuvent vomir après le biberon. Pourquoi ? Parce que les sécrétions du nez, donc l'espèce de rhinite, vont dans l'estomac. Les enfants ne savent pas se moucher, donc ils les avalent. Et quand ils les avalent, ça va dans l'estomac. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pas digeste. Les sécrétions n'arrivent pas à les digérer. Par-dessus, ils prennent du lait. Donc sécrétion plus lait égale vomissement. Donc un vomissement, on s'inquiète pas lieu d'appeler le médecin. Exactement. Par contre, plusieurs vomissements de suite, un enfant qui n'arrive plus à s'hydrater doit faire consulter impérativement. Autre volet à surveiller, c'est le comportement de l'enfant. Et ça, c'est les parents qui pourront le mieux le faire. C'est comment est-ce que mon enfant, est-ce qu'il est plus mou que d'habitude ? Est-ce qu'il a l'air d'avoir très mal ? Est-ce qu'il a fait un espèce de malaise ? Donc ça doit aussi alarmer et faire surveiller. Dernier élément de surveillance, bien sûr, c'est la fièvre. Comme je vous ai dit, l'enfant peut faire un peu de fièvre ou pas. Par contre, si la fièvre persiste, on doit consulter. Donc c'est les critères assez simples de surveillance. Très bien. Écoutez, on va continuer puisqu'on va parler. On a 3 minutes. Voilà. De toute façon, pour terminer, on va parler un petit peu de kinésithérapie. Est-ce que donc c'est systématique ? Quel est l'intérêt de la kinésithérapie ? Alors, la kinésithérapie, elle est pas systématique, mais elle est très prescrite en France. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils utilisent pas tout à fait les mêmes techniques. Nous, en France, on en prescrit énormément. C'est un peu débattu, mais ce qu'il faut savoir, si on doit aller un peu vite, c'est que le kiné, c'est pas simplement quelqu'un qui va exécuter des gestes techniques. Son rôle, c'est aussi de surveiller le nourrisson. Il peut vous dire, après avoir vu 2-3 fois votre enfant, tiens, franchement, il va moins bien, il faut consulter. Il a aussi un rôle d'éducation des familles. Donc le kiné, c'est un acteur, à mon sens, très important dans la bronchiolite. Et il faut pas hésiter à avoir une ordonnance de côté ou à demander à son médecin s'il juge nécessaire d'en faire, car ça peut franchement rendre des services. C'est vrai que c'est un petit peu pour ceux qui n'ont jamais assisté à une séance de kiné sur un enfant, c'est un petit peu sportif. Donc les parents qui ont un peu de mal et qui ont peur, éloignez-vous, sortez du cabinet et laissez le kiné faire son travail parce que ça fonctionne très très bien et ça reste nécessaire, notamment en cas d'encombrement important. Juste, je profite de la part d'Alex, donc qui salue toute l'équipe France Maghreb 2, qui remercie un grand merci au docteur Mohamed pour son intervention. Génial. Et elle passe une dédicace à Noé et à Enes. Salut à toi. Voilà, quand même, j'en profite. Voilà. Alors, ça fait plaisir parce que c'est mon frère. D'accord. Voilà qui est cet Alex. Très bien. Je me disais bien. On sait jamais. Bon. Bonjour et bonsoir au frère de docteur. Voilà. Merci Mohamed. en tout cas. Vraiment très très bon sujet en tout cas abordé aujourd'hui. Oui, c'était très intéressant. Tu nous laisses combien de secondes ? Là, 1 minute, on y va. 1 minute. Bon. Allez, 1 minute. En 1 minute, des mesures simples de précaution. On se lave bien les mains, on nettoie bien les peluches, les jouets, on évite qu'il y en ait partout. On évite les lieux publics. On va pas au centre commercial le samedi après-midi en période de bronchiolite. On laisse l'enfant à la maison, on y va quand possible à un autre moment. L'idéal, c'est l'allaitement maternel. Donc, faut l'encourager, faut pas hésiter à consulter parce que plus l'enfant est allaité et plus il aura une espèce de protection à ce niveau-là. On lave bien le nez, faut l'apprendre. On évite au sein de la fratrie de partager les biberons, les sucettes, les couverts, des choses de base. L'enfant doit être un peu protégé sans bien sûr être psychorigide et on évite que les frères et sœurs fassent des bisous ou que le tonton, la tata, qui a le nez qui coule approche. Et surtout, pas de tabac et encore pas de tabac. Merci docteur Mohamed pour cette intervention, pour toutes ces informations. La musique de fond, ça accompagne la fin de l'émission. La semaine prochaine, nous recevrons Madame Maghribi, donc notre psychologue, qui va parler de schizophrénie et de possession. Donc ça va être intéressant, ça va être sportif, je pense. Très lourd. Ça va être très très lourd. Ça sera très très bien avant le rendez-vous de la voyance. Exactement. Donc n'hésitez pas. Si c'est fait exprès ou pas. Je sais pas, mais je lis. Moi je lis. Ok, très bien. Et voilà. On rappelle je ne fais que lire. J'invente rien. On rappelle le Facebook, tout ça, de l'association évidemment. Alors, le Facebook de l'association A2S. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez A, le chiffre 2S et vous tombez donc sur Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime et vous avez toutes les informations. Je rappelle qu'on a une belle vidéo
à partager qui concerne l'infarctus du myocarde, faite par notre docteur Kamel, notre cardiologue. Elle est vraiment bien faite, donc essayez de la partager pour informer le maximum de gens. Nos articles aussi et tous les podcasts des émissions depuis à peu près le mois de septembre. Donc il y en a quelques-unes maintenant, dont celle de ce soir qui était très intéressante. Tout à fait. Et si vous voulez nous contacter, une adresse mail unique, avenir-santé-solidarité@gmail.com. Merci beaucoup Monsieur Malek, merci au Dr Mohamed, à la semaine prochaine, à très bientôt, et merci beaucoup d'être venu évidemment dans un instant. Bonne fin de week-end, merci à vous. Là, ça continue dans un instant justement, le week-end avec le rendez-vous de la voyance qui arrive avec Axel de Paris. France Maghreb 2.